Merci et bonjour à toutes et à tous. Je viens vous parler aujourd'hui de DDD, d'un outil qui s'appelle le Domain Storytelling. Il faut toujours commencer, et le début, toujours quelque chose de difficile. Je vais vous remettre un peu mon contexte, le contexte de cette présentation. Quand on fait du logiciel, je suis moi-même développeur logiciel en fait, et je travaille beaucoup avec les PO et je sais à quel point le rôle de PO est dur et clé. Et s'il n'y a pas une bonne entente entre les PO, ce qu'on va appeler les experts d'un domaine métier et l'équipe de développement, ça ne peut pas marcher, tout simplement. Alors, pourquoi ce talk et pourquoi DDD existe? Avant de vous expliquer plus en détail, essayer de vous expliquer ce que c'est. Parce qu'observation du terrain depuis 30 ans et plus, si vous ne le saviez pas, mais je pense que vous le savez, ce qui part en production quand on fait du logiciel, c'est ce que les développeurs ont compris. Et absolument rien d'autre. Donc s'ils n'ont rien pigé, qui a déjà vécu une situation où l'équipe de développement était un peu pas tout à fait dans le produit? Bon, je vois qu'il y en a qui s'en tirent bien. Peut-être que vous avez déjà utilisé DDD en fait. Chose importante, c'est le métier qui prime. Les utilisateurs, c'est une phrase que j'ai empruntée, n'achètent pas du code. Ils achètent des fonctionnalités, bien sûr. Le métier n'a rien à faire de la technique. La technique est qu'un passe-plat. La technique change, évolue, devient obsolète. Les métiers évoluent aussi, peut-être moins vite, ça dépend des métiers. Enfin, c'est quand même quelque chose qui est là plus pour durer que la technique. C'est le métier qui détermine ce qu'on va appeler les invariants, ces règles, ces usages, les choses qui restent. Comprendre un métier quand on, plus en tant qu'équipe de développement, un coup on développe sur des logiciels médicaux pour du médical, ensuite on va faire de la compta, ensuite on peut faire des choses pour les RH et ensuite on peut faire de la blockchain, tout ça n'a pas grand chose à voir les uns avec les autres. Donc il faut se mettre dans un moule métier, c'est pas facile. Et enfin, pour exprimer ce savoir autour du métier, nous, pauvres humains, sommes limités par notre vecteur qu'est la langue, notre langue parlée, la grammaire d'abord, et qu'on est censé à peu près tous posséder, mais surtout des problèmes de sémantique. Rien de nouveau sous le soleil, depuis l'Antiquité, la langue est la meilleure et la pire des choses, celle qui déclenche les guerres, par exemple. Je préparé ce talk une excellente vidéo du regretté Alain Rey, qui a un discours assez fabuleux sur le langage. Et les mots, bien sûr, si vous le connaissez. Bon, nous... hop, je suis allé trop vite. Non, c'est bon, c'est bon. Vous, plutôt. Donc plutôt, j'imagine, majorité de gens dans le product management. Est-ce que j'ai des développeurs, des gens qui touchent au code ici? Ok. Et donc, ceux qui ne touchent pas au code, est-ce que vous avez déjà parlé à un développeur? Ouais, à peu près tout le monde. Allez-y, levez la main. Non, il y en a qui... Ok. Est-ce que vous avez déjà lu ou vu du code, même de loin? Ah, vous êtes fabuleux. Et est-ce que vous êtes déjà assis à côté d'un développeur en lui demandant, vas-y, explique-moi ce que tu fais, parce que... Bon, tout le monde est convaincu, c'est bon. Bon, je m'en vais. Hein. Ok, avez-vous entendu parler de ce truc-là? C'est quoi des Calque? Pas? Un peu. Ok. Bon, ceux qui savent, en fait, vous savez. C'est difficile de définir ce fameux DDD. C'est pas vraiment une méthode, c'est sûrement pas un framework, encore moins une technique et pas un outil en soi. Bon, là j'ai donné les opposés. Qu'est-ce que c'est vraiment? Je vais vous livrer une vision personnelle.
pour moi, le pratiquant depuis quelques années déjà, c'est d'abord une façon de penser, d'appréhender les problèmes. C'est un voyage dans le domaine des utilisateurs du produit qu'on est en train de préparer et de concevoir et d'exécuter. C'est assez empirique quand même. C'est un peu débrouille-toi. Ça bouge tout le temps. Ce qu'on disait sur le DDD il y a 3-4 ans a changé. Chacun peut interpréter les dires, les écrits de ce qui convient ou pas de faire quand on pense faire du domaine driven design. C'est en tout cas très très compatible avec l'agilité, ça c'est sûr. Et très très soluble dans le software craftsmanship et l'extreme programming. Et pour moi, maintenant, enfin depuis presque une dizaine d'années, je ne connais pas d'autre moyen de vraiment réussir la réalisation d'un logiciel. Les autres façons de faire sont incomplètes à mon sens. Ok, DDD, c'est une communauté. J'ai peut-être des membres de la communauté DDD Paris ici. Pas, ça va, c'est bon, je peux dire des bêtises. Mais aussi international. Il y avait une excellente conférence parisienne qui s'appelait Newcrafts, qui n'est plus, hélas, mais où on retrouvait beaucoup de DDDistes. Vous avez des communautés DDD. C'est très européen, c'est très américain aussi, et à peu près dans tous les pays. Domain Driven Design a été introduit par un livre fondateur qu'on appelle entre nous le Blue Book de Eric Evans, qui pose les bases de sa façon de voir, de sa façon de faire du logiciel, avec ce sous-titre assez intéressant, traduit en français par tacler la complexité au cœur du logiciel. Alors si vous entendez des gens qui n'arrêtent pas d'utiliser le mot tacler à tout bout de champ, c'est vraiment des gens du DDD. C'est devenu une manie. Donc on tacle tout ce qu'on peut tacler. À 3 niveaux. Un niveau exploratoire, explorer le domaine, on va voir. Niveau stratégique et niveau tactique, dont je vais vous parler. Je suis encore dans les définitions parce que c'est pas facile à approcher. Alors, tout ça vient d'une somme de ressources disponibles en ligne sur GitHub. Donc découvrir un domaine métier, c'est la clé. C'est pour ça que c'est très empirique. C'est essayer de modéliser les choses de manière collaborative. C'est un des premiers lieux. Et ensuite, passer à la réalisation logicielle en se posant des questions sur les architectures. Et pas que les architectures techniques, on peut aussi parler d'architecture d'équipe en un sens. Et après, dans la partie tactique, on fait du code, on utilise des patterns, etc. La doctrine, c'est un vilain mot, ça, doctrine, mais bon, c'est donné comme ça en anglais. DDD nous dit quand même des choses intéressantes, super fondatrices. La première, c'est rendre implicite tout ce qui est explicite. Non, l'inverse. Rendre expliciter ce qui est sous-entendu, sous-jacent, donc implicite, puisque c'est un peu le nœud du problème, c'est ce qu'on ne comprend pas bien, ce qu'on n'arrive pas bien à formuler. Là où il y a de l'ambiguïté, c'est là où se nichent tous les défauts du logiciel que vous allez produire, tous les bugs, tous les features qui servent à rien, etc., ou qui sont complètement à côté de la plaque. Pour ça, DDD nous dit cultiver un langage partagé. Donc on est encore sur cette idée de langue, de mots. Et ce langage, il s'apprend de manière aussi très empirique par des discussions. On va le voir. Et DDD nous dit explorer plusieurs pistes, essayer des modèles différents. Penser scénario, et je vais vous présenter une méthodologie pour mettre sur le papier des scénarios concret, et votre design doit être en permanence renouvelé. DDD se veut ouvert aussi à toutes les autres communautés, y compris la communauté agile et celle des product owners, bien sûr. Enfin, le product owner, en fait, est au cœur de DDD.
et on ne veut être vendu à personne. C'est la dernière des slides un peu lourdes. Donc nous avons besoin d'experts métiers, d'experts du domaine métier. Alors, il y a un peu un flou entre métier, domaine, métier. C'est le vocabulaire des fois qui se perd un peu. Il y a quelque chose de très important, le langage partagé, que Eric Evans appelle ubiquitous language, le langage ubiquitaire, qui se répond partout, qui devrait être diffusé partout dans le projet, jusque dans le moindre de ces artefacts, y compris dans le code, du coup. Et après, on verra ces notions un peu rapidement de contexte délimité, bounded context. Donc le métier. Donc l'idée, c'est d'arriver à partager entre experts du métier et équipes de développement un modèle mental. Sous quelle forme? C'est pas toujours évident à dire. C'est mental, donc c'est quand même abstrait, mais il faudrait arriver à le mettre un peu sur papier. La chose qui est la plus importante, c'est ce qui part en production, c'est quand même le code. Mais il faut que le code soit le parfait reflet, il faudrait que le code soit le parfait reflet de ce modèle mental issu de la collaboration entre les experts métiers et l'équipe de développement. Donc vous voyez, tout le monde se rassemble, un peu la même illustration, autour de ce ubiquitous language, des discussions, et vraiment, retrouvons ce langage ubiquitaire dans le code, dans les tests, dans la documentation. Bon, j'aime bien les définitions. Je me suis dit, je parle beaucoup de métiers. Je suis allé chercher, je cherche toujours dans les wikis et autres des définitions. Je suis tombé sur, ça me paraît assez intéressant. D'où vient le mot métier? Forcément, du latin, et d'un sens qui initialement était besoin. Ça tombe bien. On est là pour essayer de capturer des besoins, de capter des besoins. Puis, plus intéressant, besoin est devenu service, et jusqu'à même service divin, mon Dieu, et même on a pris le sens de fonction. Donc c'est assez intéressant de questionner ce sens de métier. Bon, DDD, fini les définitions, par où il commence? C'est toute une chaîne, une progression d'activités qu'on va mener de gauche à droite et en bouclant, en revenant sur ce qu'on a fait en permanence, ou en tout cas régulièrement. Donc il y a une idée d'incrément et d'itération. Donc découvrir, comprendre déjà un domaine avec un certain nombre de tirs, un domaine métier, le découvrir et ensuite décomposer, diviser pour mieux régner, toujours. Penser stratégie. Donc c'est quelque chose qui dépasse largement l'idée même du code, mais ça peut être une stratégie produit, une stratégie d'entreprise, une stratégie client, une stratégie technique derrière. DDD se préoccupe aussi de la bonne organisation des équipes, et ça c'est bien. On a des ouvrages assez intéressants là-dessus. Je pense à un ouvrage qui s'appelle Team Topologies, que peut-être certains ont lu, et le fameux Accelerate, que tout le monde a lu, presque. Je vous le conseille. Mais j'en parlerai pas là. Bon, c'est un peu la galaxie, là on rentre dans le dur du sujet. N'ayez pas peur, il fait un peu peur. C'est un des plus simples représentations des activités des DD qu'on a. On retrouve quand même l'ubiquitous language là-haut, une vision de domaine et ce langage partagé. On a ces idées de connaissances de domaine qui doivent distiller vers un modèle, parce que pour programmer, il nous faut des modèles avant d'arriver au code et d'éventuelles choses assez schématiques. Et ensuite, on va aussi s'attaquer à découper un peu le problème. Un domaine se divise en sous-domaines, un domaine métier peut se diviser en sous-domaines, en cœur de domaine, en domaines adjacents, plus génériques. Il y a des stratégies, mais là, il faut que vous alliez voir les gens de la communauté DDD pour vous expliquer. Il y a des heures, des journées, des mois à parler de tout ce que DDD couvre. Malheureusement, je n'ai pas tout ce temps-là. Et je vous présente deux aspects donc stratégiques et tactiques. En fait, on va avoir un des éléments des
des stratégies qu'on met en œuvre dans la découverte d'un domaine métier. En partie gauche, on est plus dans la stratégie, partie droite, on est plus dans la tactique. Alors, il ne faut pas croire, on m'a fait la réflexion quand j'ai fait une première version de cette présentation, que c'était complètement séparé et que c'était un espèce de waterfall qui tentait de s'installer. On fait des specs et ensuite on réalise. C'est pas du tout ça. Ce qui est important, c'est les flèches qui bouclent. Donc c'est plus symbolique comme différenciation. Je vous parle, comme je suis développeur, je vous parle rapidement juste de la partie tactique, un peu technique, du verbiage un peu DDD. Donc c'est pas un framework, c'est un ensemble de blocs pour construire du logiciel. Donc la partie importante, je le redis, le langage ubiquitaire. Qu'on va utiliser dans le code. On va faire une modélisation du domaine, toujours avec les gens du métier. On va parler, on va mettre en évidence des entités, des objets valeurs, des agrégats et des racines d'agrégats. Les agrégats, ça regroupe des entités. Je laisse la définition un peu floue. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir tout ce qui se cache derrière là-dessus. Après, puisqu'on est dans la technique, on va parler de services, d'applications, de microservices. On va parler d'architecture hexagonale. On aime bien les architectures hexagonales quand on fait du DD, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire une réalisation en couche entière, même si ce n'est pas joli et que ça vous posera des problèmes. On aime bien la programmation fonctionnelle, on aime bien quand on pense pas vraiment base de données, on pense plutôt moyen de stockage, entrepôt, mais on n'est pas dépendant des bases de données ou d'une vision. Enfin, on est anti-Meurice, pour ceux qui connaissent la méthode Meurice. C'est vraiment pas l'esprit d'une méthode Meurice. Les gens de la tech aiment bien parler des trucs un peu qui font sérieux, le CQRS, Command Query. Donc c'est simple, c'est en gros séparer les parties où on va lire des informations des parties où on va les écrire. On va les rendre persistantes. Parce que ça marche mieux, parce que c'est plus performant et que ça scale mieux. Et le Graal du DDD, c'est ce fameux event sourcing, une façon de penser le développement, surtout côté back-end, de manière réactive et de manière événementielle. Ce sera tout pour la technique. Mais il y a énormément de choses que DDD nous incite à faire. Côté stratégie, une petite palette d'outils que vous connaissez déjà en fait, je pense. Impact mapping, ça doit parler à tout le monde. Story mapping, même chose. En fait, le DDD nous encourage à utiliser ces outils-là qui existent et qui sont très bien. Le domaine Driven Design ne prétend pas réinventer quoi que ce soit en fait. Vous n'allez pas apprendre des choses hyper nouvelles. Vous connaissez peut-être les Canva Business Model ou Product Strategy. Là aussi, vous allez les retrouver dans les équipes qui font du DDD. Donc ça vous semblait très familier. Ce qui est un peu nouveau, les événements assez emblématiques de DDD sont l'event storming et son petit frère event modeling. Qui a déjà participé à un event storming? Ouais. Ah non, pas tant. Bon, c'est un super atelier. C'est un truc que ça vous rend hyper créatif. Ça met un peu le cerveau en ébullition. Sort de là. Je vais vous présenter tout à l'heure rapidement à quoi ça ressemble. Des outils, donc Domain Storytelling, je vais vous montrer un peu plus en détail. Les cartes à la Wardley, c'est plus récent, entre guillemets. Simon Wardley a introduit une idée de cartographie de tout. Il cartographie tout, des parties d'échecs des stratégies de produits aussi. C'est très très intéressant son approche. Simon Wardley. Et là, plus des les cartes des bounded contextes, des contextes métiers délimités. C'est moins bien en français. Autour du langage ubiquitaire, c'est les ouvrages sur le DDD, tous les articles que vous pourrez lire ou les conférences, on va beaucoup vous parler il faut
installer, enfin connaître, découvrir, partager ce langage qui doit être le langage du domaine, les mots utilisés vraiment par ceux qui vont se servir du produit. Non pas essayer de mettre des mots techniques, utiliser vraiment le vrai langage de la vie de tous les jours, y compris jusque dans le code. Mais pour l'appréhender, on trouve peu de gens qui nous disent vraiment comment on met ça, comment on couche ça, et comment on rend ça de manière un peu plus formelle. J'ai vraiment cherché, et je pense même que ça va faire l'objet de recherches. Il n'y a pas un formalisme donné pour rendre permanent l'ubiquitous language. Donc, je propose quelques outils comme ça, je travaille avec des designers et des ergonomes, pardon. Où ils faisaient un atelier qui s'appelait User Journey, que vous connaissez assez. Je me suis dit, tiens, je me suis glissé dans cet atelier, en fait, et j'ai essayé de capter le langage le langage des utilisateurs, à partir de ce voyage dans le besoin et la vie de l'utilisateur. Et on arrive à faire, alors on peut faire des nuages de mots par exemple, on peut faire des lexiques, on peut faire des ontologies de mots. L'exemple mapping aussi, c'est pas mal pour s'incruster, enfin relire et questionner les mots qui sont employés, quel est le sens parce que un mot valise pour un métier donné, si je prends par exemple ticket, un ticket ça va avoir 1000 sens différents. Ça peut être un ticket de cinéma, on est au cinéma, ça peut être un ticket sur un système de support, ça peut être un ticket si vous draguez quelqu'un, vous avez un ticket. Ouais, ok, c'est de l'impro. Après des ateliers plus formels avec une grammaire un peu plus précise, on vient sur l'event storming, l'event modeling et je pense que le domaine storytelling est plus cadré pour vous aider à appréhender ce langage métier universel, au moins universel pour tous les gens qui travaillent sur le produit. Un petit mot sur la division. Donc on cherche à trouver les espaces du problème et à les découper et les organiser. Donc on part toujours de la discussion entre les experts métiers et les développeurs. On a notre langage et ensuite on va essayer de faire des espèces de zones, d'où aussi les systèmes de maps, de cartographie pour pouvoir délimiter les contours. Je vous ai parlé d'event storming, voici sa grammaire. Donc l'atelier consiste à rassembler des développeurs, des experts métiers, des utilisateurs s'ils en avaient sous la main, ça c'est très bien, à prendre une immense mur, comme par exemple ici, à faire une fresque en fait, à dérouler un grand rouleau de papier et à poser des post-it selon une timeline. Ce qui est important, c'est le temps, c'est de voir c'est un peu la user journey mis en forme avec donc des éléments qui sont, on doit déterminer quelles sont les commandes que fait l'acteur le persona qui va utiliser le produit, à quoi ça s'adresse, quel événement, event storming, on cherche à savoir qu'est-ce qui se produit, donc les événements sur les post-it orange. On a des choses un peu plus compliquées, on sketch comme les read models, les modèles en lecture, on sketch un peu des UI aussi, quand on a le temps. C'est un atelier qui peut prendre une journée entière. C'est assez intense. On cherche des règles métiers, des invariants. On se pose plein de questions. C'est une espèce de gros brouillon. Ça peut et va émerger tout un tas d'idées. En fait, on peut s'en servir pour démarrer un projet. On ne connaît pas du tout. On cherche à explorer le domaine. On parle de la feuille blanche et comme on est peut-être une dizaine, une quinzaine, c'est assez sportif et va émerger un début de modèle basé sur des événements. Tandis que l'event modeling, lui, est un peu plus simple, il y a moins d'éléments, on se base surtout sur les événements et les commandes. Voilà. Et des vues type UI. Enfin, j'y arrive. Le domaine storytelling, lui, est un jeu de pistes
nous invite en fait à, pareil, prendre un papier ou un outil de dessin en ligne. Alors j'aurais aimé vous faire participer, mais on n'est pas du tout dans la configuration qu'il faut. Donc prenez n'importe quel outil de dessin, de feutre crayon. Si vous savez dessiner, faites les plus jolis dessins. Sinon, prenez des librairies d'icônes, c'est très bien. Vous les imprimez sur des post-it. Tracez des flèches entre ces icônes. Numérotez les choses, c'est super important. Et placez ces mots qui sont la base du langage partagé sur lequel vous allez discuter en disant mais c'est quoi par exemple un risque, c'est quoi un client, c'est quoi salesperson, en plus si vous parlez une langue étrangère. Alors sur l'importance du langage, il y a suffisamment d'ambiguïté dans le langage naturel et rien que dans la langue qu'on parle pour ne pas en plus s'ajouter la deuxième barrière de la langue qui est la traduction dans une langue étrangère. Donc, si vous êtes une équipe en France, avec des développeurs en France, avec un client qui est que français, faites du français partout. Faites du snobisme de l'anglais, ça ne sert à rien sinon qu'à perturber les esprits. Et on met du français dans le code. C'est pas parce que nos langages de développement sont évidemment avec des mots-clés en anglais pour la plupart, qu'ensuite il faut tout mettre en anglais. Parlons le vrai langage du client. Donc il n'y a pas de honte à mettre du français ou de l'allemand ou de l'italien. Et ça choque encore beaucoup de développeurs. Mais je dis, mettons les Chinois ou les Japonais, ils écrivent vraiment dans leur code avec des cadenas, sans aucun problème. On n'est plus en 1980. On a de l'Unicode. On pourrait coder des noms avec des emojis. C'est pas un problème. Ça marche. Hein. Ok, je reviens cette histoire de domain storytelling. Donc, on va faire du storytelling. On va raconter des histoires. Donc, vous l'avez déjà fait quand vous écrivez des user stories. Finalement, c'est des user stories graphiques, avec quand même des règles. Des règles, c'est que chaque récit doit être simple. Et la forme textuelle la plus simple, enfin grammaticale la plus simple, c'est sujet, verbe, complément. Donc on démarre toujours une histoire avec un sujet, c'est logique. On utilise un verbe, présent. À la différence des event modeling, où quand on parle événement, on parle au participe passé, ce qui s'est passé. Là, on va parler action. Action, verbe. Et complément, parce qu'en général, une action porte sur quelque chose. Et commence déjà à se dessiner évidemment des choses super importantes. On a les acteurs ou les personas, et on a les objets sur lesquels portent les actions, que nous appelons entités, dans le langage des DD, dans le langage des développeurs. Autre dimension importante, le temps. Le temps, et il faut en faire son ami, et pour être copain avec le temps, j'ai mes icônes sont pas passées, il faut séquencer les choses. Une chose, puis une autre, et ensuite une autre. Et pas tout en même temps. Sinon, vos diagrammes sont illisibles. Et c'est la clé, et c'est ces numéros que vous voyez ici dans les petits cercles bleus. Donc l'action commence par un client qui demande à faire, dans cet exemple, une réservation de... c'est sûrement pour aller au cinéma, oui, c'est pour aller au cinéma, ça tombe bien. Et qui va à la caisse ou à l'application de caisse, peu importe, on peut personnaliser les systèmes, et se joue une partie, un peu un scénario entre les acteurs du système, avec des éléments tangibles ici qui sont la réservation, les sièges disponibles, un nombre de réservations, etc., un plan de salle. Contrainte. Et là, j'ai pu placer ma référence cinématographique quand même. On est à la Cinémathèque. Donc, ne jamais décrire des actions en parallèle, et surtout pas de branchement de cas divergents. Oui, mais et si il se passe ça ou autre chose ça ne doit pas figurer sur un schéma, sur un scénario, mais la solution, si vous voulez traiter du « et si », mettons, dans le scénario d'avant, non, c'était et s'il n'y a pas de siège disponible, ce sera le scénario siège non disponible, qui sera
différente, distincte, très distincte du scénario siège dispo. Donc vous allez générer comme ça tout autant de scénarios qu'il y a de cas que vous voulez mettre en évidence, hein, vous n'allez peut-être pas tout faire. Voilà, un cas, un scénario. Différent, vous reprenez, vous copiez-collez, vous rechangez les flèches. C'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est peut-être plus pratique d'avoir un outil en ligne. Alors, je voulais vous faire participer à un petit atelier en fer, mais on n'a pas de table et vous n'avez pas d'ordinateur, donc on va peut-être faire ensemble. Alors, j'ai cherché un domaine métier qui parle à tout le monde. J'ai hésité entre celui-ci qui est organisant un mariage, enfin, mettons-nous à la place du wedding planner, ou alors celui-là, parce qu'on est à la Cinémathèque, organisons un tournage, un plateau de tournage de cinéma. Bon, là, c'est un domaine métier qu'on a peu rencontré, je pense, parmi nous, mais qui est super passionnant. On peut imaginer ouvrir des liens en ligne, regarder un peu une formation rapide à la production ou la pré-production cinématographique et se dire, OK, je vais devenir expert métier en un coup. Bon. Sinon, le mariage, c'est plus simple. Mais bon, ça va être votre métier. On va essayer de faire un petit mariage. OK, pour le mariage, si vous voulez voir un mariage très rigolo qui ne se passe pas du tout comme prévu, je vous conseille cet excellent film argentin, je crois, qui est un film à sketch, qui est sorti 5-6 ans. Il y en a qui l'ont vu? Ouais. Et la scène du mariage, elle est... Enfin, tout est dément dans ce film. Ok, donc si vous aviez fait, si on avait le temps de faire mais on n'aura pas le temps, de faire cet atelier, c'est bien, je pense que beaucoup de la communauté des PO sait dessiner, sait faire de la facilitation graphique. C'est encore mieux. Si vous êtes nul en dessin comme moi, vous prenez des bibliothèques d'icônes, et l'idée c'est que ce soit parlant avec les images. Avec les petites icônes, bon là, ça se voit que c'est un développeur qui a fait ça et qui a pris des trucs pas très jolis. Mais ça ressemble, l'atelier finalement ressemble aussi à du story visual telling. Donc ça aurait été le slide pendant qu'on essaie de faire l'atelier. Il faut penser, donc on parle de storytelling, donc comme l'écriture d'un script cinématographique. Avec, l'important c'est les actions. Je vous montre rapidement. Alors on m'a soufflé il y a peu de temps cet outil Excalidro qui est assez sympathique, qui est gratuit. Alors si je tourne le dos au public, c'est mal. Et sinon, je ne vois pas ce que je fais. Et l'idée, par exemple, il faudrait me... c'est vraiment pas facile. Mettons que j'ai mon wedding planner qui commence la première chose à faire. Les mariés sont venus le ou la voir et lui ont dit organise notre mariage. Et donc le wedding planner a demandé aux mariés la liste des invités. Qu'est-ce qui pourrait être le deuxième élément du scénario, la deuxième action du scénario, selon vous? Je n'avais pas pensé à ça. Ok. Date du mariage. Je vais me tuer là. Pas évident là. On va leur demander la date du mariage. Bah oui. La date. Alors il faudrait que je trouve une icône calendrier. Donc ok, il va demander. Alors il faut faire des traits toujours. Ça va pas être parfait, hein, parce que c'est du direct. On va mettre l'action. C'est demande aussi. On va faire des copier-coller parce que je suis en gros feignant. Yep. Ok. Je suis sur un PC. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ouais, magnifique. Donc en 2. Hop. Voilà. Donc vous avez la séquence. On demande la date à qui? Au marié. Un autre qui m'utilise la liste des invités. Pardon?
Le lieu, ok. Je voudrais réutiliser la liste des invités. Une fois qu'on a le lieu, la date, qu'est-ce qu'on peut faire? Lancer les invitations, je prends ça. Ok, lancer les invitations. Oh, le plan de table, on n'est pas obligé de le faire. Ça dépend si les invitations, tout dépend effectivement si vous voulez que le plan de table figure sur les invitations. À ce moment-là, effectivement, l'ordre des actions aura vraiment de l'importance. J'avais une petite icône. Oui, invitation. Oui. Voilà. Donc, des petites flèches. Le wedding planner. Il va lancer des messages en utilisant la liste des invités. Et il va y avoir des invités qui sont... Non, je suis toujours sur le bon outil. Ouais. Et ça, c'est mes petits invités qui sont trop contents. Hop. De recevoir... et donc, de recevoir leur carton d'invitation. Allez, bon, je pense que vous avez pigé. Envie, non, on voit. Et ça, c'est invité. Voilà. Voilà un début de domain storytelling. Bien sûr, c'est là où on va questionner, ok, c'est quoi... Enfin, il y a quoi dans le message, un peu plus en détail, on peut avancer. On commence déjà à modéliser ce qui va aller dans le code. Les mots qui seront, on peut détailler, et c'est les mots qui seront employés sont ceux qu'on devra retrouver dans ce qui est livré, dans les interfaces graphiques, mais aussi dans le code, évidemment. Et vas-y, retrouve la souris. Hop. Zut. Attendez. C'est parti. On reprend à partir de là. Eh ben. Non, il ne veut pas. Okay. Désolé, on refait tout en accéléré. Donc, et ensuite, tout ça, on peut commencer déjà à développer à partir de ces scénarios utilisateurs, puisqu'on a sur le papier tout ce que l'équipe de développement a besoin, ce dont l'équipe de développement a besoin, les bons noms, ceux qui sont indiqués sur le storytelling, qui vont servir à modéliser donc, le domaine sous forme, je l'ai dit, d'agrégats, qui sont en fait des sommes d'entités et auxquels sont liés des objets valeurs, sont joints des objets valeurs. Les noms d'actions, ce sera exactement le nom des verbes qu'on utilise à la fois dans la partie interface graphique et dans la partie code aussi. Il nous faut connaître les conséquences des actions. Ça va être des règles métiers, ah oui, mais s'il se passe ça, il faut vérifier telle validation, telle précondition ou telle constante qui ne doit pas changer, genre le nombre maximum d'invités ne doit pas bouger, par exemple. Parce que la salle est prévue pourtant, enfin, a priori, à moins de changer, évidemment, d'augmenter la taille de la salle. Et les séquences des scénarios vont nous donner à nous de quoi alimenter nos services de domaine et nos services applicatifs. Comme je l'ai dit au début, c'est un processus créatif et itératif dans lequel l'exploration du domaine et donc l'écriture des scénarios amène à
penser, réfléchir à un modèle, le transmettre sous forme de code et le re-questionner le modèle, re-questionner aussi le code grâce à des boucles courtes, grâce à une approche plutôt type walking skeleton par exemple, de la livraison continue bien sûr, afin de ne pas avoir un effet tunnel et de ne pas se retrouver juste avec des specs et puis 6 mois après une livraison. Ça, vous connaissez le problème. Donc on travaille en boucle. Le domaine, la recherche du domaine va inspirer l'équipe qui va distiller ça dans des modèles qui vont eux-mêmes enrichir la connaissance du domaine et lever les ambiguïtés, lever les indécisions. On peut même parler d'une boucle infinie où, après même maturité et où on arrive au bon produit, pourquoi pas s'amuser à détruire tout ça et recommencer pour faire quelque chose de nouveau. On aime bien les idées un peu... pour moi, c'est fini. C'était ma petite introduction. Il y a une personne qui a à la conférence Domain Driven Design Europe qui est à Amsterdam chaque année et que je vous invite à participer. C'est vraiment une conférence phare. Il y a beaucoup de PO qui y vont, pas que des... Enfin, c'est le mélange. Vous avez rencontré autant de devs que de gens du produit. Sophia a cette présentation. Elle donne plein d'idées de nouveaux ateliers, de choses moins conventionnelles que ce que j'ai présenté. C'est hyper inspirant. Je vous invite à regarder les 40 minutes de sa présentation. Et moi, je vous dis merci et je suis obligé de dire vive le cinéma. Merci beaucoup Guillaume. Est-ce que dans le public vous avez des questions pour lui? N'hésitez pas. On a encore un peu de temps. J'ai l'impression qu'ils ont tout compris. Ou rien, je sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir des questions. Est-ce que ça donne envie de se lancer là-dedans? Alors, il faut qu'on te donne le micro. Ouais, parce que ça enregistre. 2 secondes. Ouais, j'ai une question sur la partie donc, de la modélisation, la dernière qu'on a faite ensemble sur le wedding planning, etc. Ouais. Est-ce que la spatialisation des éléments est importante? Pas vraiment. D'accord. C'est un peu pour faire joli. Non, ce qui est important, c'est la numérotation. Ok. C'est si la spatialisation est importante dans l'event storming, parce que là, on a une timeline à respecter et on a un effet d'enchaînement cause-conséquence dans tout ce qui est event orienté. On cherche à savoir ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qui déclenche quoi. On n'a pas cette approche dans le domaine storytelling. C'est pour ça que c'est bien de faire les 2 ateliers, l'event storming et le domaine storytelling. En général, on fait les 2. Je trouve que l'event storming, c'est un peu le brouhaha à idées. Et après, on passe à des cas un peu plus posés. OK, 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, etc. avec le storytelling. J'ai juste une dernière question sur les flèches. Il faut toujours qu'il y ait un sens. Il y a toujours un sens à ces flèches-là ou elles peuvent être des processus ou... Là, c'est le message qui envoie. C'est vraiment sujet-verbe complément. Donc le sujet et une flèche avec le verbe. La flèche sert à surtout poser un verbe, une action, et sur quoi porte l'action. Et donc on a en général ce sens qui a déclenché l'action. C'est important, le déclencheur, le trigger. Et il faut l'avoir. Ça ne sert pas... il faut parler d'événements conséquents. Vous ne pouvez pas sortir de la contingence avec ça, ce n'est pas fait pour. Donc il faut que les choses arrivent pour une raison. Et la raison, en général, c'est un acteur, un déclencheur. Ça peut être le temps, genre à telle heure, il faut envoyer tel rappel de mail. Ça peut être le temps, le déclencheur. Mais il y a cette idée, on déclenche, et donc on déclenche quoi? Donc la flèche du message avec la liste d'invités, moi c'est cette question que je me pose. Est-ce que c'est la liste d'invités qui va au message et là, alors oui, celle-là elle est un peu tendancieuse.
Pour faire mon message, j'ai besoin d'une liste d'invités. C'est vrai que j'aurais pu, ou alors j'aurais pu la faire. C'est vrai qu'elle est. Ceci dit, le message, il a un destinataire. Donc la liaison message-destinataire, quand on fait de l'envoi de message, elle est là. Et là, on peut compléter avec un texte en disant « Ok, ça c'est le destinataire ». On va chercher à nommer les choses. Hein. Le but du jeu, c'est de mettre des noms. C'est-à-dire que là, il est très incomplet, mon schéma. Il faut des noms, des noms, des noms. Il faut du vocabulaire. Donc si c'est destinataire, si le client vous a dit destinataire, il manque un. Et il vous a dit, moi je veux parler à mes destinataires, mais s'il vous dit, je veux parler à mes convives, alors vous ne mettez pas destinataire, vous mettez convives. Toujours demander au client ou à l'expert métier, c'est quoi le bon mot, c'est quoi et derrière, c'est quoi le sens. Voire même, on fait dans la lexicographie, de dire, ok, ce mot et pas tel autre mot, de désambiguer, c'est pas français, lever toute ambiguïté sur les mots, disant, ok, convive n'est pas comparse, j'invente. Et c'est en français. C'est pas guest, c'est convive. Ok, merci. On a une deuxième question. Ah oui, c'est pour faire rapport avec ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, c'est un langage commun pour que ce soit les devs ou les non-devs. Ouais. Et du coup, est-ce que vous auriez un exemple de code qui nous permettrait de nous assurer que en fait, c'est justement lisible pour... si vous pouvez vous permettre, évidemment, de nous montrer un bout de code qui nous permettrait de voir que justement, c'est lisible. Ah, mince. Sur mon ordi, j'en ai. D'accord, ok. Je botte en touche. Ouais, l'idée, Non, ça c'est aurait été d'arriver, intéressant de effectivement, voir, justement. et ça, c'est un truc que je devrais rajouter dans la presse, merci. Vous montrer un bout de code lisible. Mais déjà, si vous retrouvez des mots connus, et que l'équipe développement ne cherche pas à cacher les choses derrière des mots de l'anglicisme, et il y en a encore trop, sauf si l'équipe est internationale, etc., au cas où vous avez besoin. Mais par exemple, j'aurais pu vous montrer un vieux code où on travaillait pour des clients en Colombie, ils parlent espagnol, et donc on a mis des mots, nous, l'équipe de développement, en espagnol, qu'on ne comprenait pas. Enfin, on a demandé aux clients, par exemple, c'était facture. Comment vous dites facture en espagnol ? Et on a mis le mot espagnol dans notre code. Moi, je parle très mal espagnol, mais c'est pas grave. Au moins, je savais aussi distinguer dans mon code qu'est-ce qui était vraiment important pour le métier de qu'est-ce qui est plus important pour la technique. L'idée aussi, c'est d'arriver avec les architectures hexagonales à un code, la partie métier, où il n'y a plus du tout de technique dedans. Vous n'aurez plus d'instructions en base de données, vous n'aurez plus d'appels réseau, de web service, tout ça, ça n'existe pas. Le métier pur. On utilise pour ça des fonctions pures. Et concrètement, donc, c'est quoi les avantages de par votre expérience et les inconvénients de cette méthode ? Les inconvénients, il faut parler aux gens du métier. faut aller vers les autres. Les équipes de développement sont parfois un peu, certaines, frileuses ou pas assez expérimentées, ou je sais pas, ou ils aiment bien avoir leur propre représentation. C'est un peu un tort des ingénieurs souvent. Je suis ingénieur. On veut nos modèles à nous, on veut de l'UML, on veut des diagrammes. On a fait du PPML, on a fait des trucs assez tordus et, dans le passé et encore aujourd'hui. Et là, c'est juste être disponible et se faire expliquer le métier. Et nous, ça ne suffit pas de se faire expliquer, il faut qu'on discute. Ok, voilà comment je l'ai compris, comment je le représente, est-ce que j'ai raison et ce dialogue avec les experts du domaine métier. Et du coup, le rôle du product manager et product owner là-dedans, puisque si vous êtes... Enfin, c'est pas que c'est bien que tout le monde soit réuni, mais si c'est l'équipe développement qui réalise ces schémas, justement... Non, justement, elle ne fait pas tout seul. Non, d'accord. C'est toujours ensemble. D'accord. Et donc l'inconvénient, c'est que ça demande de la disponibilité. Donc dans les produits où il y a beaucoup de rush, c'est pas trop possible de mettre ce type de modèle ? Alors, on peut faire du demi-DDD ou du trois quarts DDD. Il y a quand même plein de trucs intéressants dans la partie tactique. Si la partie tactique veulent se concentrer sur la partie droite, là, définir, faire du code, organiser. Mais s'ils ont le sens de la responsabilité, ils vont quand même dire « Ok, notre code, mais il faut qu'on parte d'un besoin
On ne peut pas passer notre vie effectivement à faire des event storming, mais bon, c'est arrivé. On se lance quand même l'event storming, on lance le projet comme ça, et après les équipes de dev partent un peu dans leur coin. Bon, c'est mieux que rien. C'est un peu dommage de s'arrêter juste un atelier ensemble et de ne pas refaire. Mais après, voilà, il faut créer des fenêtres. Il faut se dire que c'est le modèle mental partagé, c'est un bien commun entre les équipes de dev et le product management. Et donc ça se nourrit, ça s'échange. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Ok, mais si personne n'a des questions, on va clore la séance. Vous avez une pause, normalement, si je ne dis pas de bêtises, pendant encore 30 minutes. Et puis, bonne matinée encore à tous. Et merci.